Grand oral des GG avec le journaliste, essayiste, polémiste Éric Zemmour. Bonjour. Éric Zemmour, vous avez voté à la primaire de la droite et du centre ? Non. Pourquoi ? Pour des tas de raisons. D'abord parce que je suis pas vraiment favorable au système même des primaires. Je trouve que c'est contraire à l'esprit de la Ve République. Et puis deuxièmement, j'avais pas envie de choisir entre tous les candidats. Mais bon, j'observe ça évidemment. Alors justement, comment vous expliquez le plébiscite Fillon, à la fois une remontée spectaculaire dans les sondages ces 15 derniers jours, et puis la position aujourd'hui de favori de cette primaire ? Écoutez, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais moi, mon analyse, c'est que les électeurs ont cherché jusqu'au bout une alternative à Juppé et à Sarko. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas de Juppé à cause de ce qu'il incarnait, c'est-à-dire, pour parler vite et de façon schématique, l'identité heureuse, et ils ne voulaient pas de Sarko pour ce qu'il était. Voilà. Son comportement personnel. Voilà, exactement. Et surtout ses échecs de la première, sa personnalité et ses échecs que raconte très bien Buisson dans son dernier livre. Donc, et ils ont cherché, comme les médias imposaient ce duo, donc on voyait bien que c'était difficile à troubler. Et puis dans les 15 derniers jours, vu ses prestations excellentes au débat, les gens se sont dit, tiens, Fillon. Les médias ont un peu enchaîné là-dessus et ils se sont rués sur Fillon pour se débarrasser des deux. C'est pour ça qu'effectivement, je crois que c'est plié. Mais Fillon, c'est plié. Je crois. C'est plié. Normalement, écoutez. Fillon, c'est la vraie droite ? Qu'est-ce que c'est que la vraie droite ? Alors là, vous savez, on va pas revenir à mes études à Sciences Po. Non, mais la vraie droite, la droite bonapartiste, la droite orléaniste. Celle que vous pouvez incarner, c'est-à-dire que Fillon est pas atlantiste. Fillon est d'ailleurs soutenu par les catholiques plutôt conservateurs, anti-mariage pour tous. Il incarne cette droite-là. Alors là, je suis d'accord. Il est libéral. Et il est libéral. Alors, je suis d'accord que on mettra de côté le libéralisme, c'est une autre discussion. Mais sur le côté conservateur et non atlantiste, je suis d'accord que c'est une droite qui correspond à la mienne. Ça, je suis d'accord avec vous. Souverainiste, non ? Souverainiste un peu. Il a mis beaucoup d'eau européiste dans son vin souverainiste. Il est plus séguiniste comme avant. Mais vous avez raison, il reste quelque chose dans l'Europe des nations. Le regard avec absolument et puis l'alliance avec la Russie. Oui, bien sûr. Donc Éric Zemmour, vous pensez franchement que les politiques aujourd'hui ont un pouvoir réel de changement, par exemple par rapport à la mondialisation, par rapport à l'Europe? Vous pensez qu'il peut y avoir un réel pouvoir, par exemple, économique au sein de son pays aujourd'hui, en 2016, et pour les 5 ans votre question est absolument fondamentale. J'ai écrit, avant ce livre, un livre qui s'appelle Suicide français, dans lequel, entre autres, j'explique justement qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils se sont dépouillés de ces pouvoirs au profit des grandes entreprises, au profit de la technocratie bruxelloise, au profit des juges européens. Et d'ailleurs, vous avez vu que une des premières querelles qui sort avec l'avènement de Fillon, c'est cette histoire de mariage pour tous, PMA, etc. Et qu'est-ce qui vient immédiatement ? C'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et moi, je pense que c'est un des sujets majeurs, et j'en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous m'avez lu dans ce livre, parce que je pense que eux, on n'en parle jamais. On parle des grandes entreprises, on parle des grands groupes, on parle même à la limite de la Banque Centrale Européenne, de la technocratie bruxelloise, ça oui. Mais les juges, je pense que c'est encore pire. Alors la Cour européenne des droits de l'homme... Donc je suis d'accord avec vous. Je pense sincèrement. Je pense que là, il y a un combat. Mais alors après, c'est un combat de principe d'ailleurs, parce que les gens pour la Cour européenne ont des arguments valables. Mais c'est un combat de principe entre les partisans de la souveraineté nationale et les partisans du pouvoir des juges au nom des droits de l'homme. C'est un vrai affrontement. Il faut peut-être rappeler simplement ce que dit François Fillon là-dessus sur la Cour européenne des droits de l'homme. Il dit qu'il refuse l'injonction de la Cour européenne des droits de l'homme à accueillir les enfants nés de GPA. Voilà, nés sur GPA, et la circulaire Taubira qui s'est soumise à cette jurisprudence. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut, pour affronter, pour refuser ça, il faut sortir de la CEDH. Moi, je vais vous dire, je suis pour une autre raison. Je suis pour parce que je suis pour la suppression du regroupement familial et de l'article 8. Vous savez, il y a l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Convention, qui nous oblige à ne pas la supprimer. Donc moi, depuis longtemps, je suis pour la sortie de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, c'est un sujet de plus. Je voulais, moi, revenir à ce qui s'est passé hier. Je partageais un peu votre avis. Je n'étais pas très favorable aux primaires, parce que je me disais, au fond, les vraies primaires, c'est le premier tour d'élection présidentielle. On est d'accord. Mais 4 millions de votants. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de premier tour. Non, mais je renvoie à votre ouvrage, à votre
proximité idéologique avec une partie de la droite. Le problème, Éric Zemmour, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen a privatisé le premier tour de la présidentielle. Le premier tour de la présidentielle, il est joué. Ouais, il est quasi joué. Peut-être plus maintenant. Attends, il est joué en partie. En tout cas, on est sûr que Marine Le Pen se qualifie pour le second. Donc on n'est plus dans l'esprit des institutions et du coup, on a une espèce de béquille qui s'appelle les primaires de droite. Je comprends pas. Oui, j'ai compris votre argument, mais je comprends pas pourquoi vous dites d'un côté, on est sûr, on n'est jamais sûr, mais prenons votre argument. Non mais d'accord, prenons votre argument. Elle est à 30% et elle est au second tour. D'accord, je veux bien. Mais pourquoi ça fausse l'esprit de la Ve République ? Quand le candidat communiste faisait 20%, 25%, ça faussait pas quand Mitterrand était le candidat d'Union de la gauche, on était sûr qu'il serait au second tour. Ça ne faussait pas la Ve République. Vous voyez, non. Là où, si vous voulez, pourquoi ça fausse la Ve République ? Ça oblige les partis, la droite et la gauche, à s'unir autour d'une candidature. C'est pas ça. C'est que normalement, la Ve République, l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Pour moi, c'est un grand coup de pipeau. C'est un mythe pour moi. D'accord, vous avez raison, il y a toujours les partis. Oui. Vous avez raison. Mais, sauf du temps du général de Gaulle et encore. Mais, il y a quand même une différence. Là, c'est quand même les partis qui remettent la main complètement sur la présidentielle. Et vous avez 4 millions de votants, de spectateurs. C'est la télé qui me trouble. 4 millions de votants. Ce qui est énorme. Hein, c'est énorme. C'est un grand succès. C'est un grand succès. Puisque les socialistes avaient fait 2 ou 3 millions. C'est un énorme succès. Mais il n'empêche que c'est quand même 4 millions seulement par rapport à 20 millions, 30 millions de votants. C'est quand même un côté suffrage censitaire. Et d'ailleurs, on peut expliquer en partie par là l'échec de Sarkozy. Parce que ces électeurs-là, c'est ce qu'on appelle les inclus. C'est pas du tout le peuple au sens des classes populaires qui ont fait le succès de Trump ou du Brexit. Or, lui, Sarkozy, il a fait une campagne pour ces électeurs-là qui ne sont jamais venus. Non. Vous voyez, ça pose un vrai sujet quand même, parce que si vous nous dites le Front National est au second tour assurément, si vous nous dites Hollande n'y sera pas, donc ça veut dire que le candidat de la droite est en face. C'est ça. Et si on continue votre raisonnement, le candidat de la droite a toutes les chances de gagner, puisque le Front National perd toujours au second tour, c'est-à-dire qu'on fait choisir le président de la République par 4 millions de personnes. C'est le but de la stratégie. Ben oui, donc c'est pas très démocratique, c'est ce que je vous dis. C'est le but de la stratégie. C'est pour ça que ces votes-là, c'est pour ça que la personnalité et la stratégie priment sur les programmes, de toute évidence. Non, parce qu'en même temps, vous avez remarqué que c'était intéressant, c'est que Fillon avait le programme le plus jusqu'au boutiste en matière de libéralisme, réduction des allocations sociales, enfin, des fonctionnaires, etc. Des dépenses de l'État, pas des allocations sociales. Ne commençons pas à semer le doute dans l'esprit des gens. Il y a aussi ça. Il va pas détruire le RSA, les allocations logement. Le RSA, là, je pense que la discussion se posera. Mais peu importe. Il aura peut-être une allocation unique. Ça sera encore une autre discussion. Vous avez raison. Donc, les réductions des charges de l'État, etc. Oui. Donc, d'ailleurs, moi, là où ils ont perdu les autres, à mon sens, mais je l'avais écrit avant, ça m'avait frappé. Ils se sont tous alignés sur Fillon. Vous avez remarqué ça ? Et maintenant, ils sont là à ramer, à dire mais non, mon programme est plus raisonnable et tout. Mais au départ, ils se sont tous alignés sur lui. Ça peut être de la stratégie de suivre Fillon parce que face à Marine Le Pen, justement, il va troubler. Mais ça les a tués. Mais les autres, ça les a tués. Voilà. Mais de voter pour Fillon, ça peut être un choix stratégique d'électeurs et pas du tout un choix de programme. Ça, je suis d'accord. Face à Marine Le Pen, celui qui sera le plus proche face à Marine Le Pen, c'est sûr que la ligne, ça va être amusant d'ailleurs, et j'espère qu'on arrêtera là parce qu'on va parler d'autre chose, mais la ligne libérale conservatrice de Fillon va pousser Marine Le Pen, c'est l'antithèse de Marine Le Pen, qui elle est étatiste et plutôt sous l'influence de Philippot. Bolchevique. C'est aujourd'hui progressiste sur le plan sociétal. Vous avez vu la première déclaration de Philippot pour défendre les droits des femmes. On vit dans un monde extraordinaire. Donc voilà. Mais non, mais c'est vrai que Florian Philippot a dit Fillon maltraite les femmes. Voilà. Du vice-président du Front National. C'est un peu à front renversé. Voilà. Joël Dagossiri a lu attentivement votre livre. Alors, attentivement, moi... Enfin, je sais pas, tu l'as lu en tout cas. C'est ce que tu m'as dit, hein. Il n'y avait pas d'image. J'ai essayé, et je vous avoue que dès le début, j'avais pu tout surligner, j'aurais tout surligné, parce que vraiment... Je sais pas, je suis pas sûre. Moi, quand j'étais étudiant, je surlignais ce qui était important et ce qu'il fallait que j'apprenne par cœur. Non, mais vous savez, je suis protestante, et à chaque fois que je lisais, je me disais, au Seigneur. Donc, c'est pour vous dire... Alors, allez-y, au Seigneur. Alors, non, vraiment...
il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est la question de l'islam. Vous opposez la France et l'islam, comme si l'islam était un pays et la France un autre pays. Alors que vous opposez une religion. Il n'y a pas une fois où vous dites l'islam radical. Mais pourquoi est-ce que l'islam est en guerre contre la France? Alors qu'il y a des millions de musulmans qui vivent ici. J'ai pas l'impression que tous ces millions de musulmans livrent une guerre à la France. D'accord. Alors, d'abord, pour moi, l'islam n'est pas seulement une religion. C'est une grave erreur que nous faisons tous, de croire que l'islam, nous jugeons l'islam sur les critères du christianisme. C'est une grave erreur. L'islam n'est pas seulement une religion. L'islam, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement faire le pèlerinage, ce n'est pas seulement jeûner. C'est aussi tout un système politico-judiciaire qui prend en charge la vie des gens de la naissance à la mort. C'est un code civil. J'explique ça tout le temps. Tout le temps, je le dis. C'est exactement mon expression. Ouais. C'est un code civil. Et donc, ce code civil islamique s'oppose point par point au code civil napoléonien français. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement... Mais alors, comment expliquez-vous que, comme le dit Joël, des millions de musulmans vivent en France sous les lois françaises sans aucune difficulté? Je vais l'expliquer. Mais si vous me permettez, je l'explique, bien sûr. Donc ça, c'est ça, c'est la base, si vous voulez. C'est la base idéologique civilisationnelle. Et la France incarne et représente une civilisation européenne, une vieille civilisation millénaire qui est faite de religion chrétienne, catholique en particulier, et puisque vous êtes protestante, vous savez les conflits entre les protestants et les catholiques, et de culture gréco-romaine. La France, c'est ça. L'identité de la France, c'est ça, que ça plaise ou non à beaucoup, c'est ça. Alors, il y a donc un affrontement entre les deux civilisations depuis la naissance de l'islam, qui, selon moi, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais selon moi, c'est un conflit millénaire qui n'a jamais cessé. Il y a eu, les uns ont gagné, les autres ont perdu, il y a eu des avancées, il y a eu des reflux, il y a eu des flux et des reflux. Il y a eu la colonisation, il y a eu les croisades, il y a eu tout ce qu'on connaît mal, mais ce qu'on connaît encore un petit peu. Donc pour moi, le conflit n'a jamais cessé. Alors vous me dites, il y a des millions de musulmans qui, vous avez raison. Alors qu'est-ce que c'est que ce sujet? D'abord, si vous voulez, je pense que il y a une histoire de nombre. À partir d'un certain nombre, les rapports entre les hommes et les sociétés changent. Vous savez, il y a une phrase d'Engels qui plaira beaucoup à mes voisins, qui disait à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Je pense que nous avons dépassé ce nombre pour les musulmans. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le poison est dans la dose. Bravo, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans, avec l'islam? C'est très simple. Nous avons aujourd'hui des quartiers, des villes, des banlieues qui sont à énorme proportion musulmane et où la vie est en train de se réorganiser depuis 10-20 ans selon un mode de vie, selon un mode d'organisation, selon une philosophie, selon des valeurs, selon des principes, selon des vêtements, selon des prénoms qui ne sont plus français. J'appelle ça, moi, une colonisation. Je suis d'accord avec Joël, elle vit à Aubervilliers. Je suis d'accord avec une partie de l'analyse. Simplement, moi, si vous vivez avec Aubervilliers, vous le voyez bien. Oui, exactement. Bon. Mais c'est la cause, moi, la cause qui me pose problème. Allez-y. Vous avez une phrase notamment où vous dites les morts gouvernent les vivants. Enfin, à peu près ça. Auguste Comte. Voilà, exactement. Les morts gouvernent les vivants. Mais il n'y a pas une seconde où vous remettez en cause la politique d'intégration de la France. Parce qu'il y a aussi ça. Parce que si vous prenez une cité où vous avez une majorité d'Algériens ou de Marocains ou peu importe, c'est aussi parce que la France, à un moment, quand ces gens-là sont arrivés en France, a décidé de les placer là. Alors, je suis pas sûre que ce soit une hérédité, qu'ils se comportent de telle manière par hérédité. Je crois que c'est par mimétisme, tout simplement. Et que ghettoisation. Exactement. Je ne crois absolument pas à la ghettoisation autre que volontaire. D'abord, oui. Oh non, mais je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. La ghettoisation, vous savez, c'est simple. C'est au départ tous les immigrés. C'est pas seulement les gens de culture islamique, c'est tous les immigrés. Vous voyez, on n'a pas parlé de Trump tout à l'heure, mais c'est exactement le même sujet. Quand vous savez, j'ai écrit ce texte avant mes vacances. Là, je l'ai remis mon manuscrit en juin, et pendant les vacances, j'ai lu les 2 livres de Samuel Huntington, Le clash des civilisations, et surtout un livre beaucoup plus méconnu et qui est, à mon sens, beaucoup plus remarquable, qui est Qui sommes-nous ? Et il explique qu'ils ont le même problème avec les Mexicains. Donc vous voyez, les Mexicains sont catholiques, ils sont pas musulmans, et c'est le même problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des raisons technologiques, philosophiques, etc., et démographiques avant tout, on s'agrège non pas à un pays, mais à une diaspora.
Les Mexicains font la même chose, ils veulent continuer à parler leur langue. Pour des raisons économiques, Éric Zemmour. Pas seulement, vous avez raison en partie, mais pas seulement. Il y a un exemple, il y a un vieil exemple aux États-Unis, Little Habana par exemple, qui est à Miami, la diaspora des premiers Cubains qui ont quitté Cuba en 1962, il y a un phénomène d'agrégation. Ils ont réussi sur le plan économique, et d'ailleurs, ils dominent aujourd'hui cet État. Mais si les Mexicains vont vivre dans les quartiers pauvres aux États-Unis, rejoindre de la famille, c'est pas par choix. Non, mais c'est par choix, bien sûr que c'est par choix. Non, mais c'est pas ça les arrange. C'est pareil pour nous. C'est pour les raisons économiques. Mais par contre, là, moi, Éric Zemmour, il y a quelque chose que je comprends pas. Tu sais quoi, tu l'expliqueras dans 2 minutes, parce que c'est douloureux. Il ne comprend pas, Étienne, et Éric Zemmour va lui faire comprendre dans un instant. Un quinquennat pour rien, c'est le livre d'Éric Zemmour et il passe le grand oral des GG. Bravo. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC jusqu'à 13h. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Alain Marchal, Olivier Truchot. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Les grandes gueules. Non, ça va chier. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, les grandes gueules avec le journaliste éditorialiste Éric Zemmour avec ce livre Un quinquennat pour rien. Chroniques, ce sont les chroniques que tu tiens notamment sur RTL, fruit de réflexion d'Éric Zemmour. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas, monsieur? Moi, je ne comprends pas une chose, c'est sur le choix général de l'organisation de la France. Est-ce que vous pensez pas qu'on est arrivé à une sorte de virage qu'il va falloir prendre sur le plan des choix communautaires? C'est-à-dire, est-ce que finalement les choix qui sont la société anglaise, la société allemande, la société américaine, qui finalement supportent assez bien qu'il y ait des communautés qui s'organisent au sein de la nation et qu'ils aient des obligations, comme par exemple aujourd'hui, on va dans un quartier chinois à Belleville ou dans un quartier chinois, c'est écrit en chinois, c'est marqué en chinois, les profs sont chinois, on ne parle pas français, les gens se marient entre eux, etc. Personne ne trouve ça absolument extraordinaire. Or, c'est une vraie communauté qui se développe au sein de notre communauté. Et c'est quelque chose qui se supporte avec les Pakistanais à Londres, etc. Est-ce que justement on n'est pas là à la limite du modèle français pour ce qui concerne le modèle républicain? Je vais aller, si vous me permettez, au-delà même de ce que vous venez de dire. Je pense que le modèle français républicain, qui était fondé sur l'assimilation, dont moi je suis un héritier, parce que j'ai été élevé comme ça, et j'ai grandi comme ça, est mort. Il est mort. Il a été tué à la fois par le nombre dont je parlais tout à l'heure, par la volonté de ghettoisation, et aussi, mais c'est pas ce que vous croyez, par la volonté de nos élites de le bazarder. Nos élites n'en veulent plus pour des raisons à la fois économiques, mais je vais y revenir si vous voulez. Ça soit pas. Nos élites n'en veulent plus pour des raisons économiques, j'en parlerai si vous voulez, et pour des raisons philosophiques. Mais je finis ça. Je pense que vous avez tout à fait raison, nous sommes d'ores et déjà dans un système multiculturaliste, avec des communautés qui s'organisent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a des tas de quartiers de banlieue aujourd'hui où on n'en est plus en France. Non, ce n'est plus la France. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais pour moi, ce n'est plus la France. Les enfants vont à l'école de la République. Non, écoutez. Pour moi, ce n'est plus la France. Mais écoutez, j'ai grandi dans l'un de ces quartiers que vous appelez ne plus être la France, et j'ai été à la même école que les autres. J'ai eu le même programme scolaire, le même collège unique. En quoi c'est plus la France? Je vais vous dire comment j'estime que. Et on parle français. Et en quoi c'est plus la France? Oui, on parle français. Oui, on parle français. Ce n'est plus la France parce qu'il n'y a plus l'ordre. Si vous voulez, l'ordre ne repose plus sur l'État français. Il n'y a plus de culture française, il n'y a plus de valeurs françaises. L'école est le dernier rempart. Et d'ailleurs, elle est submergée par les mouvements islamiques qui tentent de la désosser de partout, qui font des pressions, qui essayent de pas mettre leurs enfants à l'école. Il y a des pressions folles pour que les profs n'enseignent pas certaines choses, qu'on n'enseigne pas Madame Bovary, qu'on n'enseigne pas Voltaire, qu'on n'enseigne pas la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Non, mais c'est une réalité, mais c'est une minorité, ça. Non, c'est pas une minorité, non. C'est une minorité agissante qui fait pression. Vous pouvez pas me dire que dans toutes les classes de banlieue, les élèves s'insurgent à l'apprentissage. Tous les élèves. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est une minorité qui gagne. Bon.
Et vous verrez, vous souvenez le livre de Bensoussan, Les territoires perdus de la République, ça a gagné depuis 15 ans, encore plus. Mais je veux finir la discussion. Je pense que nous sommes effectivement dans un système multiculturaliste à l'anglaise, mais vous savez où ça va. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des quartiers dans Londres où des jeunes gens se baladent avec des t-shirts marqués Islamic Police et où ils interdisent à des gens d'acheter de l'alcool, à des femmes ne pas être voilées. Vous savez que dans certains quartiers en France aujourd'hui, quand une jeune femme est en mini-jupe, elle se fait cracher dessus et elle se fait insulter, que à partir d'une certaine heure, il y a une espèce de couvre-feu. Moi, j'appelle ça ne plus être la France. Il faut aller, on ira au bout de cette logique. C'est-à-dire qu'il y aura des tribunaux islamiques qui appliqueront la charia, qui appliqueront leur ordre judiciaire. Et là, alors là, vraiment, ça sera la fin de la France. Et aujourd'hui, quand vous avez, par exemple, à la Grande Borne, qui s'est illustrée récemment, la Grande Borne, chère mademoiselle, ce n'est plus la France. Quand vous avez 2 flics qui sont exécutés devant la Grande Borne et que les policiers ne peuvent plus y aller parce qu'ils ont des ordres de ne plus y aller, qui fait régner l'ordre à la Grande Borne? Ce sont les caïds de la drogue et les imams, c'est tout. Et des quartiers comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Ce qui me gêne dans dire que ce n'est plus la France, on ne réfléchit même plus. On ne réfléchit même plus à ce qui n'a pas été bien fait en France, parce que dire c'est plus la France, on s'en occupe plus. C'est plus la France, donc nous on va s'occuper de la France. Alors on s'en occupe plus. Au contraire, moi je veux justement. Parce que ces populations sont là. Ces populations, attendez. Non mais attendez. C'est la France, il y a 30 ans, quand on disait ça va être une catastrophe, on vous disait mais c'est pas grave, ils sont pas si nombreux. Et maintenant, quand on vous dit la catastrophe est arrivée, on nous répond ah bah oui mais ils sont là. Non, ce n'est pas. Il faut. Les gens, les ados, les jeunes de la Grande Borne, ils sont nés en France. Oui. C'est des Français. Ils sont français de nationalité. Ils n'adhèrent pas aux valeurs de la République. Ils n'adhèrent pas aux valeurs de la République. Vous avez vu le dernier sondage très intéressant de l'Institut Montaigne qui explique que parmi les jeunes musulmans de 15 à 25 ans, 50%, mademoiselle, c'est pas une minorité. 50% estiment que la charia est supérieure aux lois de la République. Ce n'est pas rien. 30% de tous. Ce n'est pas qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs de la République, c'est que ils ne connaissent pas les valeurs de la République. C'est pas vrai, vous nous avez dit qu'ils allaient à l'école et qu'on leur apprenait. Ils vont à l'école, je vous ai pas dit qu'on leur apprend les valeurs de la République. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Écoutez, on apprend les maths, on apprend le français, j'ai des enfants, donc je sais exactement ce qu'on leur apprend aux enfants. Non mais écoutez, quand vous mettez une population qui se ressemble, comme vous dites, la ghettoisation, ils n'ont pas choisi d'être dans une... Non, mais comment ça se fait? Comment ils peuvent? Quand vous demandez on revient parce que c'est la discussion économique. Mais non, mais écoutez, je suis désolée, je vais vous laisser dire ça. J'attribue des logements sociaux. Regardez dans Paris. Vous les attribuez qu'aux immigrés. Prenez Paris. Vous les attribuez qu'aux immigrés. Les logements sociaux, je rigole pas. Les logements sociaux sont attribués aux salariés. Dans la majorité des cas. Les logements sociaux appartiennent aux salariés de la majorité des cas. Je suis désolée. Excusez-moi. Le logement social aujourd'hui, c'est le moyen de réguler les flux d'immigration. Il n'y a plus de Français. Mais c'est pas vrai, je ne peux pas vous laisser dire ça. Le logement social est attribué à des salariés, peu importe qui ils sont. D'accord? Donc ce n'est pas attribué il ne faut pas être immigré pour avoir un logement social. C'est pas vrai. Sauf que le problème dans le logement social, par exemple, c'est que quand vous prenez la ville de Paris, ils sont concentrés, par exemple, au nord-est de la ville de Paris. On les a concentrés. Donc comment vous voulez... Exactement. C'est toujours la même discussion. Mais c'est pas la même discussion, c'est la réalité du terrain. Non, écoutez. Ces gens-là, d'abord, je vous rappelle que pour la plupart, personne ne leur a demandé de venir. Ce sont pour la plupart des irréguliers au départ. Ça fait 30 ans que normalement les frontières sont fermées et qu'on n'a plus besoin d'immigration officielle. Donc c'est pas rien ça. Donc déjà, ils ne devraient pas être là. Déjà, deuxièmement, ensuite, il y a un phénomène de concentration, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, à partir d'un certain nombre, tout bascule. Et donc, les Français de souche ou d'immigration très lointaine européenne qui étaient là avant sont submergés, c'est toute l'histoire des années 80-90, leur mode de vie change et donc ils fuient. Et donc il ne reste que les immigrés récents et leurs enfants et ceux qui ne cessent d'arriver. Et c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, le logement social est le mode de gestion des flux migratoires. Mais c'est pas possible. Excusez-moi. Et pourquoi je vais arriver sur le terrain économique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons un nouveau, depuis 20 ans, et c'est lié à notre multiculturalisme, nous avons un nouveau modèle économique qui est la mondialisation, la globalisation. Toutes les richesses sont concentrées dans des grandes métropoles, Paris, Lyon, etc. De métropolisation. Toutes les richesses. Il y a une élite
une élite au sens large, les vainqueurs de la mondialisation, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire ceux qui vivons dans les centres-villes. Avec des qualifications. Exactement. Et nous avons besoin, nous, les vainqueurs de la mondialisation, de gens qui nous servent au sens large, qui nous servent de nounous, qui nous servent de livreurs de pizza, qui nous servent dans les restaurants, etc. De salariés mal payés. Or, la population française refusait ces boulots-là. Et donc, c'est là où je dis que les élites ont une responsabilité fondamentale. Ils les ont chassés pour mettre à la place le peuple venu du Sud. Et qui, elle, accepte ces boulots-là parce que pour elle, c'est déjà une promotion sociale par rapport aux conditions de vie dans les pays africains et arabo-africains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un remplacement de population. Et donc, nous avons toute la banlieue autour des métropoles qui est là, qui sert les intérêts de cette classe dominante incluse. Et les Français de souche sont les victimes de cette mondialisation. Ils ont été chassés dans ce que Guy Lui, le géographe, appelle la France périphérique, où il n'y a plus de création de richesse, où il n'y a plus rien. Et c'est cette France-là qui se révolte contre ce peuple de remplacement qui a été installé là par les vainqueurs de la mondialisation. Ça, vous comprenez? C'est moins nounours. Évidemment, c'est moins bisounours que votre discours. Ces pauvres immigrés qui ont été mis là. Mais c'est ça la réalité économique. Ce n'est pas une question de bisounours. Éric Zemmour, Malek Chebel, grand anthropologue des religions, nous a quittés récemment. Il se battait, c'était son combat pour un islam des Lumières. Il pensait qu'il était possible de faire naître en France un islam des Lumières. Alors, c'est un combat perdu d'avance. Alors, j'ai eu d'innombrables discussions avec lui. Je l'aimais beaucoup et je pense que d'ailleurs c'était réciproque. Il était très sympathique et très joyeux, très vif, il aimait le débat, etc. Donc on n'avait aucune animosité, mais on avait un désaccord de fond. Et d'ailleurs, je suis assez fier parce que sa dernière expression publique est quelques semaines avant sa mort pour ce livre, dans le Figaro Magazine, où il me donnait raison. Donc c'était assez émouvant, si vous voulez. Qu'est-ce qu'en est notre désaccord? Moi, je vois la réalité de l'histoire de l'islam. C'est-à-dire que l'islam a toujours refusé, depuis l'origine, de mettre dans la foi la raison. C'est le vieux débat qui a animé la religion catholique, la religion chrétienne, c'est-à-dire mettre la raison des Grecs, hein, c'est un enjeu millénaire, dans la foi. Pour une raison simple, Éric Zemmour, c'est que dans l'islam, l'individu n'existe pas. Qui est une construction doit être du 18e siècle européen, n'existe pas. Eh bien, vous apportez de l'eau à mon moulin. L'individu n'existe pas, la personne n'existe pas. Elle est soumise à Dieu. À la communauté. Elle n'a de représentation que communautaire. On est 1000 fois d'accord. Donc, c'est une querelle qui date du 9e siècle, c'est pas d'hier. Le 9e siècle, ce qu'on appelait les mutazalites, veulent justement imposer à la manière des chrétiens, des pères de l'Église, la raison dans la foi. Et il y a une querelle, et le calife ferme ce qu'ils appellent les portes de l'interprétation. Donc l'islam des Lumières est un mythe, c'est une chimère qui n'a jamais existé, et Chebel le savait très bien. Simplement, lui, il voulait faire profession, si vous voulez, d'optimisme en disant on va finir par le créer. Et moi, je n'ai pas ce tempérament-là, peut-être, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Et au contraire, aujourd'hui, nous vivons une reprise en main par l'islam le plus classique, le plus traditionnel, le plus littéraliste, qui est l'islam salafiste, wahhabite, etc., mais qui est l'islam. Et au fond, le seul espoir, Éric Zemmour, le seul espoir, finalement, dans ce monde, je suis assez proche de vous dans ce domaine, je crois que vous décrivez bien les choses. Merci. Il y a la foi, elle est invariable, non discutable, intangible et permanente. L'espoir, c'est l'Iran, ce sont les chiites, finalement. Vous avez tort et raison, si je me permets. Vous avez raison parce que les chiites ont toujours été, au contraire, ils ont inventé un clergé. Ils sont dans l'interprétation. Ils discutent, mais c'est les grands vaincus de l'islam. Pour l'instant. Oui, mais ils l'ont toujours été, je veux dire. J'ai l'impression que vous faites fi aujourd'hui d'une donnée qui, à mon avis, est capitale pour les jeunes générations. C'est la révolution technologique numérique. C'est Twitter, Facebook. La mondialisation. Aujourd'hui, cette mondialisation, bon nombre de jeunes la feront passer avant les principes et les préceptes même de la religion. Vous m'amusez. C'est comme sur Internet. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au contraire, ça sert, cette idéologie. Merci. La technologie sert la mondialisation de l'islam. Ça veut pas dire aujourd'hui, ils sont tous sur leur. Tous les gamins du monde le sont. Bien sûr. Mais sauf que c'est par là que se transmettent
les préceptes religieux. C'est pas un barrage. C'est Sauf par là que- qu'on défrancise toute une génération On et la qu'on défrancise, réislamise. et en même temps, ça peut être un moyen, pour employer votre expression aussi, de la Bien sûr. refranciser ou de la réouvrir sur le monde. L'ouvrir sur le monde. Aujourd'hui, Mais moi, c'est je parce veux que, bien- c'est parce mais que moi, je vous veux êtes bien- sans arrêt centré sur la question française. En réalité, c'est parce que pas l'ouverture sur du le tout. monde transcende complètement cette question-là. cher- Les gamins qui sont nés de la mais- génération Z après mais vous avez 2000 raison. sont dans un monde Mais leur totalement ouverture mondial. sur le, mais bien sûr, mais leur ouverture La sur le France, monde, elle c'est est fini. islamique. Mais elle n'est pas que islamique, Et- elle est mondialisée. Non, cher monsieur. Elle est non. bon- elle est islamique comme elle est autre chose, Oui, voyons. comme elle est, Ah oui, comme elle est mais c'est pas la même américaine. chose. Comme elle est Mais américaine, ce que je veux dire, oui. ce que je veux Voilà. dire, non, ce que je c'est veux pas la dire même par là, chose. On s'en ce que fout. je veux dire par là, attendez, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, d'abord il y a eu les satellites, il y a eu les antennes, et puis maintenant il y a les téléphones, enfin bon, vous voyez tout ça. Les plus riches, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, a inondé et a colonisé des millions de gens qu'elle a re-islamisés, même dans les pays, vous savez, où l'islam s'était le plus assimilé aux mœurs d'origine. Par exemple, l'Indonésie, par exemple, le Sénégal. Vous lisez, c'est très intéressant. Il y a une resalafisation, une re-islamisation même de cet islam-là. Avec les jeunes générations, justement, vous parlez des jeunes générations, c'est les jeunes générations qui détruisent l'islam un peu, vous voyez, un peu assimilé, un peu sénégalais, un peu indonésien, de leur père et de leur grand-père. C'est le contraire de ce que vous dites. On peut déplorer, mais c'est comme ça. Un quinquennat pour rien, c'est un livre qui participe à ce qu'on appelle le Hollande bashing, et nous avons une tribune qui a été signée par une soixantaine de personnalités, des artistes, des actrices comme Catherine Deneuve, la des belle. intellectuels comme Bruno Mazur. Je croyais que t'allais dire Benjamin qui- Biolay. Intellectuel. Non. Ah oui. Bruno Mazur, un Oui, mais c'est intellectuel. fait exprès, il va Il y dire. a- C'est de l'ironie, comme dirait Bien. ma fille. Ah Bon. oui, non. disent que Excusez-moi. finalement, à force de dénigrer en permanence François Hollande, on dénigre les institutions de la Ve République et la fonction présidentielle. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'amuse beaucoup d'abord quand des gens qui ont craché sur le général de Gaulle et la Ve République pendant des années, maintenant se font les héros des institutions. Deuxièmement, Ils étaient pas nés, ceux-là, pour c'est vrai, mais certains, c'est les mêmes. C'est les Bruno mêmes. Mazur, Catherine C'est Deneuve les était mêmes. déjà là. Tout ça, c'est les mêmes. Catherine Deneuve Depuis Non, était mais là. vous avez compris, tout ça est une idéologie. Oui, oui. La- moi, ça mais m'amuse beaucoup mais en quand- simplifiant de cette façon-là, automatiquement, on arrive Excusez-moi, toujours à là. tracer des lignes droites. Bon, ouais. C'est un peu plus Deuxièmement, compliqué, je hein. pense que c'est une stratégie de com, c'est du sous-Mitterrand, c'est-à-dire c'est le laisse pas béton, tonton du pauvre. C'est du pilon du pauvre. Ah oui, Bruno Mazur n'est pas Renault. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Bon, voilà. Mais votre titre, un quinquennat pour rien, je me suis dit, en fait, ça peut s'appliquer peut-être à tous les quinquennats. quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas J'avais uniquement envie de François titrer Hollande. encore un quinquennat pour rien. Voilà. Mais Bah, c'est là où- Parce que mais quel est le problème alors fondamentalement politique? Oui, si c'est à quoi chaque fois, c'est si à chaque fois c'est un quinquennat pour rien, Éric Alors, Zemmour. d'abord, moi j'étais contre. Non, mais vous avez raison, vous posez une bonne question. D'abord, j'étais contre le quinquennat, j'ai voté contre. Bon. C'était mieux quand c'était les septennats? Oui, je pense. C'est pas mieux, au sens mieux, ça veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit de la Ve République, c'est un roi élu. On peut Oui, détester ça. c'est On peut exactement trouver, ça. on peut trouver que Un ça, c'est monarque. ridicule, on peut trouver que c'est désuet, on peut critiquer, on peut dire. Non, mais c'est ce que Vous souhaitait comprenez, le mais général c'est de ça Gaulle. l'esprit, le général de Gaulle. Après, hein, bon. Le quinquennat, ça en fait un Premier ministre. Voilà. Pour parler vite Oui, parce qu'il est et lié à pas sa trop majorité, schématique. c'est pas Bon. Deuxièmement, il y a, et monsieur avait raison tout à l'heure de le signaler, depuis 20 ans, 30 ans, moi je signe, dans le suicide français, je datais ça de Maastricht, pour essayer de trouver une date, vous voyez, charnière. Aujourd'hui, les politiques, pas seulement les Français, mais les politiques, n'ont plus la réalité du pouvoir. Ils les ont laissé, le pouvoir, on l'a dit au début de notre entretien, aux juges, aux technocrates, aux grandes entreprises, etc. C'est embêtant pour tous les pays. Ça légitime les révoltes qu'on appelle populistes dans tous les pays. Mais en France, c'est encore plus grave parce que nous, on a la religion du politique. On est un pays essentiellement politique, créé par l'État depuis 1000 ans. Et on a, on l'a dit, des institutions qui nous disent le président, c'est un roi élu. Vous savez, de Gaulle disait, j'ai réglé un problème vieux de 159 ans. J'ai toujours aimé cette formule. Ça voulait dire que il avait remis la tête de Louis XVI sur les épaules du roi. ouais. Vous voyez jusqu'où ça allait. C'était profond. Donc on a un problème avec effectivement les Il faut peut-être conséquences. changer de République alors. Mais c'est ce que je c'est- dis. Changer de c'est- République. Au lieu de s'accrocher à la République système. du général Mais vous de avez Gaulle, raison. faire comme ce que préconise Jean-Luc Mélenchon, Montebourg et d'autres, passer à la 6e République parce qu'on voit bien que le Avec un pouvoir droit de aujourd'hui révocation des élus.
Le pouvoir est de moins en moins vertical, de plus en plus horizontal. Vous avez raison, il y a une alternative. Ou alors il faut avoir des généraux de Gaulle, sauf qu'Hollande n'est pas général de Gaulle, ni Sarkozy. Voilà, non, mais d'accord. Il y a une alternative, vous avez raison. Soit on va au bout de la logique, c'est votre thèse, soit au contraire, on revient en arrière et on reprend les rênes. C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Ça n'existe pas. Mais je suis pas On ne revient jamais en arrière. Mais c'est pas vrai. Les nostalgiques mais qui viennent nous promettre le retour à la fois à la France économique des années 60 et à la France. Mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Historiquement, il y a toujours. Alors, vous avez raison sur un point, c'est qu'on ne revient jamais vraiment en arrière. Mais l'évocation du passé permet une reprise en main. C'est la Renaissance qui évoque l'Antiquité grecque, c'est Bonaparte qui reprend en main après le foutoir de la Révolution et du Directoire, c'est Clémenceau, c'est le général de Gaulle. C'est pas vrai ce que vous dites. Il y a à chaque fois dans ce pays des reprises en main après une déliquescence inouïe. Alors, on peut autre chose, c'est un retour en arrière, ça. Vous avez raison. C'est le mélange d'un retour en arrière et d'une modernité. Les conservateurs, donc c'est le peuple qui reprendra la main ou c'est un homme politique? Le peuple cherche quelqu'un pour reprendre la main. En général, la France, elle reprend la main dans la colère et dans le sang. C'est ce qui se passe. C'est exactement ce que j'explique. Merci Éric Zemmour. Un quinquennat pour rien, c'est aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir passé le grand oral DGG.